Merci au pôle technologique de la Gaspésie de me recevoir aujourd'hui. Donc, mon nom est Denis Dion, chef de produit investissement responsable chez Desjardins Société de placement. Chez Desjardins, je suis responsable de la gamme des fonds et portefeuilles sociétaires. C'est l'offre en investissement responsable la plus complète puis une des plus importantes au Canada. Elle est offerte à nos membres clients chez Desjardins qui sont désireux d'investir leur patrimoine en conformité là, avec leurs valeurs, euh, que ce soit pour la société ou pour la planète. Euh, donc, je vous disais là, que ça fait 30 ans déjà que chez Desjardins, là, on est actif au niveau de l'investissement responsable. De mon côté, ça fait une dizaine d'années que je suis à temps plein au niveau de l'investissement responsable chez Desjardins, mais je cumule quand même plusieurs années en gestion de patrimoine, en gestion d'actifs, que ce soit de la gestion de portefeuille institutionnel ou de l'analyse financière. Donc, si on regarde dans un premier temps au niveau de l'investissement responsable, on a une bonne définition là, qui nous est fournie par l'Autorité des marchés financiers, qui est l'investissement, là, qui est une approche qui vise à intégrer des facteurs dans l'intérieur de nos facteurs financiers, dans le fond, les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et que vous avez une liste des différents enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance qui peuvent être couverts. Donc, naturellement, au niveau de l'environnement, on pense entre autres au climat d'une manière générale, à la biodiversité. Et quand on vient sur le climat, je l'ai highlighté, là, le volet de réduire les émissions de CO2. Je pense que c'est vraiment le sujet aujourd'hui là, que je veux peut-être davantage vous entretenir. Mais on considère aussi des enjeux sociaux, donc les relations avec les Premières Nations, relations avec les travailleurs, la sécurité des produits, aussi des enjeux de gouvernance, donc la manière dont les entreprises gèrent les enjeux liés à la corruption, par exemple, ou à la bonne ou à la saine gouvernance de leurs pratiques, la diversité des conseils d'administration, la rémunération des dirigeants. Donc, c'est un vaste chantier, je dirais, l'investissement responsable qui couvre plusieurs éléments. C'est de plus en plus populaire, on le voit à la diapo, où on regarde, dans le fond, principalement depuis 2015, mais malgré que les principes pour l'investissement responsable ont été créés en 2006, une forte progression au niveau des gestionnaires de portefeuille ou des caisses de retraite qui s'intéressent à l'investissement responsable. On parle en début d'année de plus de 3000 investisseurs partout dans le monde qui s'intéressent à l'investissement responsable. Ça représente plus de 100 000 milliards d'actifs sous gestion que ces entreprises ou ces gestionnaires-là ont en main. Peut-être juste pour donner des illustrations, des exemples de compagnies là, qui sont signataires des PRI. On pense à la Caisse de dépôt et placement du Québec, naturellement Desjardins. Je pense à Fonds d'action qui va présenter par la suite aussi là, sur l'investissement d'impact, entre autres. Des gestionnaires partout dans le monde, le Fonds souverain norvégien, par exemple, le régime de pension au Japon, un des plus gros régimes privés de pension, des gestionnaires de portefeuille, on peut penser à Mundi, on peut penser à PIMCO, par exemple, des gros gestionnaires d'actifs mondiaux. Donc, c'est vraiment une initiative qui est en forte progression. C'est une initiative qui est poussée par les Nations unies, un peu à l'image des principes pour le bancaire qui viennent d'être lancés plus récemment l'année dernière, ou les principes pour l'assurance responsable. Donc, on voit que c'est vraiment un phénomène qui est mondial, qui est soutenu là, vraiment d'une façon sérieuse par les Nations unies. Les principes recommandent ou dans le fond s'appuient sur 6 grands principes. Le premier, c'est vraiment d'incorporer dans nos activités de gestion de placement, donc dans nos décisions d'investissement, les critères ESG que je vous mentionnais précédemment. Le deuxième, c'est de les intégrer non seulement dans nos décisions d'investissement, mais aussi dans nos propres activités, dans nos propres opérations. Le troisième élément, c'est d'encourager les entreprises dans lesquelles on investit à prendre en compte et surtout à divulguer l'information parce que c'est à la base, dans le fond, de notre modèle de sélection, d'évaluation des entreprises, c'est d'avoir l'accès à cette information-là pour comprendre comment ces entreprises-là gèrent les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il y a le volet de promotion qui est un autre
principes de l'investissement responsable, donc pour la promotion d'adoption des principes. Il y a le volet de collaboration. J'y reviendrai par exemple avec des exemples un petit peu plus tard là, de collaborer sur l'investissement responsable. Et finalement, rendre des comptes. Donc, à chaque année, on dépose notre but. On se fait évaluer par les PRI pour savoir de quelle manière on intègre le tout. Comment ça se fait de l'investissement responsable? Donc, la mise en œuvre d'investissement responsable. J'ai regroupé ça, puis c'est une approche qui est assez courante dans l'industrie sur six volets, dans le fond, de la mise en œuvre. Le premier, je dirais, qui est un volet qui est plus général, puis que peut-être moins, on voit moins l'intention recherchée face aux enjeux environnementaux, sociaux de gouvernance, c'est tout simplement l'intégration des enjeux ou des considérations dans le modèle financier traditionnel. Donc, ça peut se traduire de quelle façon? Ça peut être, par exemple, de prendre un prix pour le carbone et dans les entreprises où ça a un impact important, mais de dire, bien, quels seraient les résultats de l'entreprise si jamais il y avait une taxe sur le carbone, par exemple, de 25, 40 ou 100 dollars? Quels seraient les effets sur les résultats de l'entreprise, puis de venir revoir la valorisation de l'entreprise dans ce contexte-là. Une autre façon, ce serait d'ajuster pour le risque, dans le fond, que les enjeux ESG comportent. Donc, une entreprise qui a peut-être des moins bonnes pratiques, mais on pourrait demander un rendement supérieur sur nos investissements. Cette stratégie-là, on le voit pas une volonté de, je dirais, de résoudre ou de contribuer à la solution des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, contrairement aux 5 autres qu'on va voir par la suite. Donc, l'exclusion dans un premier temps, ce qui est peut-être la forme la plus simple et la plus facile à comprendre de l'intégration des enjeux ESG, c'est vraiment de venir dire, je vais exclure certains secteurs. Ça peut être le tabac, ça peut être l'armement, ça peut être les énergies fossiles. Donc, dépendant des types d'exclusions, on va parler des exclusions basées sur des normes. Donc, par exemple, en Europe, il y a beaucoup d'investisseurs qui ne peuvent pas investir dans les armes controversées, par exemple. Donc, l'arme nucléaire, l'arme chimique, les bombes à sous-munitions. Ou ça peut être basé sur des valeurs. Donc, par exemple, le tabac, l'alcool, ou on parle même des énergies fossiles, qui sont plus liées sur les valeurs ou les principes des investisseurs. La troisième stratégie, c'est la sélection positive ou je dirais l'optimisation du portefeuille en fonction des considérations ESG. Donc, ce qu'on va faire de ce côté-là, c'est qu'on va choisir dans un secteur donné. Donc, par exemple, dans le secteur des énergies fossiles ou dans le secteur manufacturier, les entreprises qui gèrent le mieux les enjeux ESG, puis on va leur donner un poids plus important dans notre portefeuille que les entreprises qui sont plus déficientes de ce côté-là. Donc, ça, c'est la troisième façon. Quatrième façon, c'est l'investissement thématique. Donc là, on va focaliser sur certains enjeux ESG. Ça peut être un, ça peut être deux. Donc, on va penser à des fonds de technologie propre, par exemple, de ce côté-là, qui sont vraiment des fonds thématiques. Donc, on va chercher à adresser ou à répondre à un enjeu plus spécifique au niveau de l'environnement, du social ou de la gouvernance. Le cinquième élément, c'est l'investissement d'impact. Puis je pense que vous allez avoir une bonne présentation plus tard avec Fonds d'action sur la mesure de l'impact et l'investissement d'impact. Donc là, on cherche vraiment une contribution positive et intentionnelle dans le but d'avoir un résultat mesuré avec nos investissements. Et finalement, et non le moindre, c'est l'engagement actionnarial. Puis je dis non le moindre parce que c'est là qu'on peut avoir le plus d'effets comme investisseurs institutionnels qui investissent dans les marchés publics, contrairement aux marchés privés. C'est le dialogue avec les entreprises, que ce soit les grandes entreprises qui utilisent dans leurs activités différents acteurs dans la chaîne d'approvisionnement et autres. Donc, c'est vraiment de ce côté-là, je pense qu'on a le poids le plus significatif. Donc, depuis le début, je parle beaucoup environnement, social, gouvernance. Je vais revenir sur l'enjeu qui vous intéresse peut-être le plus, le climat et la décarbonisation. Depuis, je dirais, les accords de Paris, on voit vraiment dans la communauté d'investisseurs un intérêt de plus en plus important face à l'enjeu climatique. Dans le fond, j'ai pris quelques petites illustrations là, pour vous le montrer. Le premier en haut à gauche, on parle de Mark Carney, donc l'ancien président de la réserve de la Banque d'Angleterre. Donc, quand il est entré en poste là-bas, il a fait un discours majeur, un discours important qui a changé la donne à la Lloyd's de Londres, justement en lien avec les changements climatiques
pour mettre l'emphase que c'est un enjeu de long terme et que malheureusement, les marchés financiers, on est beaucoup plus focalisés sur le court terme. Donc, il a appelé ça la tragédie des horizons. Et je pense que ça aussi, ça a été vraiment un élément, un point tournant, je dirais, dans l'attention que les investisseurs ont porté là, sur le volet des changements climatiques. Si on descend juste en bas, l'espèce de figure avec plein de couleurs, dans le fond, c'est le Forum économique mondial. Donc, les grands entreprises, les grands argentiers du monde entier, les grands hommes d'affaires qui se réunissent à tous les ans pour discuter des enjeux économiques. Donc, on voit en bleu, c'est des indicateurs qui sont plus liés à l'économie, au monde financier, alors qu'en rouge et en vert, c'est des enjeux sociétaux ou environnementaux. On voit au fil du temps, donc au cours des 10 dernières années, que les enjeux sociaux et environnementaux ont pris une beaucoup plus grande place à leur agenda que les enjeux financiers traditionnels. Donc, un autre signe que le climat, la société, l'environnement prennent de plus en plus de place. Au centre en haut, le groupe d'experts canadiens sur la finance durable, donc, a déposé son rapport il y a un peu plus d'un an déjà, qui va nous mener à une taxonomie de transition au Canada. Il y a eu les mêmes activités qui ont été reprises un peu partout dans le monde. Si on retourne en bas, les objectifs de développement durable proposés par l'ONU, donc 17 objectifs, 169 cibles, ça aussi, c'est un élément important pour les investisseurs internationaux de prise en compte puis d'essayer de répondre à ces objectifs-là. Et finalement, c'est la pression de la rue. L'année dernière, 500 000 personnes à Montréal ont marché avec Greta Thunberg. Donc, on sent du côté des investisseurs que la rue a une pression de plus en plus importante et on veut répondre aux besoins et aux attentes des investisseurs dans nos solutions de placement ou dans nos régimes de retraite et à l'écoute de nos bénéficiaires. Comment on décarbonise un portefeuille maintenant? Il y a plusieurs options. Si je fais le parallèle avec les stratégies que je mentionnais tout à l'heure, la plus simple, c'est d'y aller avec une exclusion. Par contre, une exclusion ne résout pas notre enjeu climatique. Donc, ce n'est pas parce qu'on exclut, par exemple, les énergies fossiles qu'on va adresser les changements climatiques tout autant. Il faut combiner ça peut-être avec d'autres stratégies d'investissement. Quand on regarde du côté de la sélection positive, on voit beaucoup de stratégies qui sont développées avec un objectif de minimiser l'empreinte carbone des portefeuilles, donc avoir, par exemple, 25 d'empreinte carbone pour notre portefeuille d'actions canadiennes que le marché boursier canadien, par exemple. Donc, c'est une autre forme de décarbonisation des portefeuilles. Je parlais d'investissement thématique tout à l'heure, donc on peut penser, je mentionnais déjà les technologies propres, donc investir dans les énergies vertes, mais peut-être davantage dans l'efficacité énergétique, dans le contrôle de la pollution. Là, on va peut-être avoir un effet plus direct. Il y a un instrument qui a été développé qui prend beaucoup d'ampleur ou d'essor dernièrement, c'est les obligations vertes. Donc, chez Desjardins, on a lancé le premier fonds d'obligations vertes pour les investisseurs particuliers il y a déjà 4 ans de cela. Donc, on est vraiment des précurseurs là, dans le domaine. Et quand je parlais d'engagement actionnarial, vous avez un bel exemple, c'est le Climate Action 100+. Ce qu'on vise de ce côté-là, c'est non seulement les grands émetteurs directs d'émissions de CO2, mais aussi les grandes entreprises qui ont des émissions indirectes, soit par leur chaîne d'approvisionnement ou encore par leurs activités indirectes là, d'approvisionnement en électricité. Donc, on les encourage, on les incite fortement à se fixer des cibles pour venir réduire leur empreinte carbone. Et c'est une démarche là, qui est parrainée par les Nations Unies, par les PRI que je vous mentionnais tout à l'heure et qui a vraiment un très, très grand succès. En terminant, si vous voulez en savoir plus sur les différentes options de décarbonisation, je vous invite à lire notre rapport sur l'investissement responsable des fonds Desjardins qu'on vient tout juste de publier. Il y a aussi, sur une base plus personnelle, je vous invite à en parler avec votre conseiller financier pour décarboniser vos placements. Je pense que c'est la façon là, qu'on pourra vraiment là, répondre à nos ambitions climatiques. Merci.